invité du journal de la communauté, nous sommes le samedi aujourd'hui, Dimitri Poa. Dimitri Poa qui est membre de la communauté congolaise de Tennessee. Alors, bonjour Dimitri. Bonjour Jean-Louis. Et oui, vous revenez sur cette antenne après plusieurs années. Je me souviens que vous avez, nous avions réalisé une interview en 2010, 2011 par là. Voilà, donc vous revenez ici 7 ans après. Et vous avez presque disparu, hein. On ne vous entend pas sur les médias, YouTube, vous n'apparaissez nulle part. Non, 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 je suis là, je suis au milieu de la communauté, un peu reculé en train de faire certaines recherches qui va peut-être faire avancer notre communauté demain. Mais sur mon blog, La Voix du Patriote, parfois je fais des publications que peut-être mes compatriotes ne prêtent pas attention sur ces publications-là, mais c'est presque ce qui est parlé dans les médias actuellement. Nous devons tout simplement faire attention à ce qui se dit et voir comment avancer dans le futur. Alors, vous êtes, Monsieur Dimitri Poa, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes un cadre congolais hautement qualifié. Est-ce que vous pouvez nous parler succinctement de vous-même, modestement, que faites-vous dans la vie? Et alors, à nos auditeurs, Dimitri Poa, le cadre congolais aux USA. Oui, Dimitri Poa est un opérateur, manager dans le domaine industriel, notamment des fabrications de pneus. Je travaille dans une compagnie américo-japonaise qu'on appelle Bridgestone et au niveau américain qui s'appelle Firestone. Je suis dans cette organisation, ça fait plus de 16 ans et j'assume certaines responsabilités en termes francophones. Je suis directeur exécutif de vente. Donc, je travaille plus avec la zone canadienne puisqu'ils parlent français et la zone américaine avec ceux qui sont aux États-Unis connaissent les retail, où ce que vous partez arranger vos véhicules, faire les changements d'huile de vos véhicules, des pneus, qu'on appelle Firestone AutoCare. Je contrôle également la vente dans ce domaine-là. Et en plus, je suis également étudiant chercheur. Et voilà, je voudrais que vous nous parliez justement de tout ce parcours. Comment en êtes-vous arrivé là? Que peut-être votre expérience serve de leçon aux autres. Vous êtes jeune, la fourchette de 40 ans peut-être et plus, peut-être moins âgé que nous autres, les vieux. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez, Dimitri, nous parler de votre expérience? Congolais, Oui, arrivé aux États-Unis? oui. Mon expérience est presque comme celle de tous les Congolais qui ont tenté l'aventure de sortir de leur pays pour aller améliorer leur système de vie. Et je suis arrivé aux États-Unis il y a 20 ans de cela. Et comme tout le monde, avec l'idée dans la tête de poursuivre mes études universitaires. Surtout qu'on n'avait pas le support du gouvernement pour avoir des bourses comme les autres pour aller à l'école. Il fallait mettre en place des stratégies qui pouvaient me permettre de repartir à l'école. Et les stratégies utilisées que certains jeunes peuvent également s'aventurer dans ce domaine. J'ai cherché le boulot puisque je n'avais pas de soutien familial ici. Et de mon boulot, j'ai étudié ma compagnie. J'ai étudié ma compagnie pour essayer de savoir quelle stratégie je pouvais utiliser pour avoir des subventions scolaires, pour avancer dans le domaine professionnel. Donc, j'ai débuté par les petits séminaires au sein de ma compagnie, à m'enregistrer pour des séminaires. Et de ces séminaires, j'ai appris une chose que ma compagnie pouvait me subventionner, pouvait me donner un peu des fonds financiers pour pouvoir repartir à l'école. Donc, j'ai utilisé ces systèmes pas comme les autres en allant tous les jours à l'école, c'est s'inscrire, prendre un cours aujourd'hui, prendre 2 cours après, essayer d'économiser un peu plus d'argent et continuer. Et je me suis posé la question, pourquoi s'endetter pour ces études? Parce qu'il y a certains qui s'endettent et payent leur scolarité après 20 ans, 30 ans de carrière. Nous avons des collègues aujourd'hui
qui sont dans le management avec moi, qui ont des grandes dettes avec le gouvernement parce qu'ils ont utilisé ces dettes-là, ce système-là. Mais moi, j'ai utilisé un système un peu alternatif. Mon salaire plus euh, la petite partie que ma compagnie me donnait pour aller à l'école. Et aujourd'hui, je suis en train de préparer une thèse de doctorat et je n'ai pas de dette avec le gouvernement américain. Donc, Oui, c'est demain, intéressant. je Ah, ferai... alors, Dimitri, ceci nous permet d'aborder, de revenir sur Terre. Vous êtes jeune. J'ai entendu dire, je crois, en France là-bas, que le combat que cette jeunesse mène ne nous concerne pas et que ces jeunes, ces vieux, il fallait les envoyer à la retraite. Est-ce que vous pensez vous-même que la jeunesse congolaise est prête à ce jour à affronter les défis du futur s'agissant de la situation de notre pays? Ce qu'on appelle en anglais Oui, readiness. oui, c'est correct. Je pense que la jeunesse congolaise est prête à affronter le défi congolais, mais il y a une transition qui n'est pas faite correctement. Même et puis ce phénomène, ne le mettons pas seulement sur la jeunesse congolaise, c'est un phénomène qui touche tous les pays, même les pays développés. Ici aux États-Unis, il y a ce phénomène également. En termes anglophones, on parle de baby boomers, de la génération euh, X, Y, Z, la transition de pouvoir entre la génération ancienne et la nouvelle génération. C'est un peu dans ce domaine que je suis en train de faire ma recherche également, parce qu'il y a un gap de transition entre nos pères. J'ai mis un article sur mon blog qui parle un peu de cela, le transfert entre nos grands-pères, la génération de l'indépendance, nos pères qui sont au pouvoir actuellement, et nous, les enfants qui voulons remplacer. Et il y a une future génération qui nous regarde, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, l'élite de demain. Parce que ma génération aujourd'hui, je ne pense pas que dans 20 ans, nous pourrons encore diriger ce Congo et le mettre en route. La stratégie que la jeunesse de la diaspora, je ne sais pas si la diaspora a un plan pour cette jeunesse, c'est d'essayer de voir le futur, les 20 ans à venir. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour ces 20 ans à venir? Les stratégies doivent débuter maintenant. Pour nous, ça va nous aider à préparer notre retraite demain et ça va nous permettre de lancer nos jeunes qui arrivent, ceux qui ont 20 ans, 18 ans aujourd'hui. Ces systèmes peuvent être mis en place, mais le problème, c'est que la diaspora, en général, doit s'asseoir d'abord. Arrêtons de faire la politique politicienne. Asseyons-nous sur le plan économique, sur le plan social. Essayons de voir qu'est-ce qui est bénéfique pour notre pays. Nous sommes sortis. Le bénéfice de notre sortie du pays, c'est cette éducation, cette vision des autres. Nous avons des frères au Danemark. Nous avons des frères en France. Nous avons des frères en Italie. Nous avons des frères au Canada, en Angleterre et ici aux États-Unis, avec des visions différentes. Et mes frères du feed 242 en Oui, parlent oui. constamment. Mindset, Oui, mindset, oui, oui. future vision. Comment établir cela? La première des choses, c'est l'honnêteté et l'ouverture envers les autres. Si nous pouvons le faire, ça nous aidera facilement à établir des stratégies qui vont permettre au Congo d'avancer. Arrêtons de blâmer la France. La France a fait ce qu'elle a fait, c'est du passé. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons, quel plan nous avons pour le Congo aujourd'hui et le futur? Regardons aujourd'hui et le futur, le passé est parti. Pourquoi nous Vous devons... voyez, vous avez, Dimitri, vous avez en France là-bas des jeunes donc, qui quittent le pays, qui vont s'y installer. Est-ce que vous pensez que ces jeunes-là, dans la plupart des cas, euh, ont votre profil? Est-ce qu'ils se préoccupent à long terme de leurs études? Bon, je pense que c'est un problème de communication. Certains se préoccupent, mais nous n'avons pas établi des plans d'accueil pour ces jeunes-là. Si nous prenons les autres communautés, pourquoi nous disons toujours que les anglophones sont plus avancés que nous? Parce que les anglophones ont compris une chose.
Nous devons être forts économiquement pour pouvoir contrôler le pouvoir chez nous au pays. La diaspora congolaise ne le fait pas. Si nous voulons contrôler le pouvoir demain, nous devons être économiquement forts au niveau de la diaspora. Nous devons mettre en place des stratégies de développement. Nous avons des frères dans la diaspora qui se débrouillent eux-mêmes, qui ont leurs petites entreprises, qui essaient de s'en sortir, mais ça, c'est un peu plus pour leur famille. Essayons un peu de s'ouvrir. On doit s'ouvrir. C'est pourquoi nous devons nous aimer réellement d'abord. Si nous aimons le Congo que nous parlions tous les jours dans les médias, que nous insultons les hommes politiques qui n'arrivent pas à faire le travail aujourd'hui, mais la réflexion revient à nous. Nous sommes la diaspora aujourd'hui. Nous nous disons diaspora congolaise. Quelles sont les stratégies que nous mettons en place? Quel est le futur de cette diaspora? La diaspora doit s'asseoir. Je pense qu'en France, ils ont pu mettre en place un gouvernement de la diaspora. Bon, personnellement, je n'ai jamais lu leur feuille de route. Qu'est-ce qu'ils prétendent faire pour cette diaspora congolaise? Nous aimerions les recevoir ici aux États-Unis, s'il y a la possibilité, pour qu'ensemble, vous pensez que cette initiative-là est la bonne? Vous savez, en termes de projet, lorsqu'on débute un projet, ce que les Américains appellent brainstorming, vous mettez toutes les idées en place. Pour moi, je le prends comme un projet, un panier où on a mis toutes les idées. Et les idées sont dans ce panier. Et il faut les prioriser, les mettre en priorité maintenant. L'anglais et le français se mélangent. Priorité, oui. On doit mettre les priorités sur ce que nous voulons faire. La case A, B, C et D. Et nous avons des projets managers dans notre communauté qui peuvent établir ces projets sur une durée de long terme et de court terme. Qu'est-ce que nous pouvons accomplir en 2 jours pour notre communauté? En 2 jours, c'est essayer de faire un recensement de toutes nos énergies. Donc, nos intellectuels qui sont sortis du pays. Il y a ceux qui se cachent, qui ne veulent pas sortir à la Lune. Comment aller les prendre dans leur panier fermé? Les dénicher, là, oui. Parce qu'on peut faire la liste. Hein. Nous avons près de 5 à 6 Congolais qui sont professeurs d'université dans les grandes universités américaines ici, qui ne parlent pas. Ils doivent parler pour le développement de leur pays s'ils aiment réellement le Congo. Le Congo qui nous a naquis, le Congo qui a fait de nous des cadres aujourd'hui. Nous devons remettre cette énergie au Congo. Même si le gouvernement en place ne veut pas nous écouter, c'est peut-être les stratégies que nous utilisons. Pour moi, je trouve que la violence n'a plus de place dans le futur du Congo. On doit s'asseoir et intellectuellement réfléchir comment négocier avec ce gouvernement en place. Si nous voulons qu'il parte demain, on doit être économiquement fort et on doit être assis au Congo. Si nous n'avons pas de ressources là-bas, nous pouvons parler comme nous voulons au niveau de la diaspora. Ça ne changera pas parce que les négociations doivent changer. Alors, Dimitri, question de curiosité. Est-ce que en Tennessee ou ici aux États-Unis, est-ce que vous avez une association que vous dirigez ou encore avec les autres? Quelle initiative avez-vous déjà prise depuis que vous êtes aux USA? Depuis que je suis aux USA, en 2010, j'ai essayé de diriger la première association congolaise. Quand je dis association congolaise, parce qu'elle regroupait tous les frères du Congo, du nord, du sud, de l'ouest. J'ai essayé de diriger cette association. C'est de ce que nous parlons aujourd'hui. Il y a eu l'incompréhension au milieu parce que la majorité des frères venaient à peine d'arriver. Il y avait la folie de l'Europe, la folie de l'Amérique, puisque on doit être honnête là, au pays, on ne mange pas le poulet tous les jours, on le mange pendant les fêtes. Mais ici, on a la possibilité d'en manger à chaque seconde. Donc, nous trouvons que nous sommes arrivés au ciel et nous oublions nos frères qui souffrent au pays.
Bon, l'incompréhension a fait que je sorte de cela, de ce groupe, mais c'est une des raisons principales qui m'ont permis de repartir, m'éduquer un peu plus pour apprendre le management et essayer de comprendre un peu sur le plan de l'intellectuel, comment comprendre sa communauté, comment aider sa communauté à avancer. Bon, au niveau de Tennessee, nous ne sommes pas nombreux actuellement. Euh, nous sommes 3 ou 5 familles, on se retrouve et on s'entraide lorsqu'il y a des problèmes. Et au niveau régional, ça c'est la partie que je n'aime pas beaucoup parler parce que c'est une segmentation que les gens peuvent mal interpréter. J'ai une petite segmentation, un petit groupement des membres de ma région que je dirige, de mon ethnie, euh, dont je suis le président actuellement. Euh, Nous regroupons tous ceux qui sont au niveau des États-Unis, du Canada, la France et l'Italie, et même du Gabon, puisque cette ethnie s'étend entre le Congo et le Gabon. Donc, j'essaie un peu de travailler avec eux. C'est tout simplement dans le domaine du mindset. On doit se segmenter. C'est un peu ce que je fais dans mon domaine également. Lorsque vous avez la clientèle, si elle est très large, vous ne pourrez pas la diriger facilement. Il faut la segmenter afin que la culture congolaise y entre dans leurs veines, afin qu'ils comprennent qu'au niveau régional et au niveau national, les objectifs sont un peu différents. La gestion doit se faire différemment. Donc, je suis dans la communauté. Je suis un peu caché actuellement. C'est parce que je me prépare pour faire une grande sortie demain. Voilà, nous allons maintenant aborder la question de l'école, justement, puisque nous parlons de l'élite congolaise. Alors, situation dramatique au pôle, notamment au Congo-Brazzaville, avec des élèves qui ne se sont pas rendus à l'école depuis plus de 12 mois. Votre réaction là-dessus? Oui, ma réaction là-dessus. Et je suis du pôle, hein. Je suis né dans le pôle. Ah bon? C'est comme aux États-Unis, quand on est né aux États-Unis, on t'appelle américain. Je suis né dans le pôle, je suis du pôle, même si je suis une Zébi, je suis du pôle. Je suis né à Brazzaville, j'ai grandi dans ce milieu et cette situation m'affecte comme mes frères du pôle. Euh, Macron a dit quelque chose qui m'a fait rire concernant les femmes africaines qui font beaucoup d'enfants. Bon, je pense que je vais en parler un peu dans la situation du pôle. Nous sommes en train de détruire la génération future. Avec ce que le président Sassou est en train de faire dans le pôle, en train de tuer la population, cette population du pôle, si il ne se réveille pas aujourd'hui, il y aura un retard de près de 30 ans dans leur évolution sur le plan éducationnel. Parce que tous ceux qui ont tous ceux qui ont été à l'école aujourd'hui, ils sont au moins à l'âge de 30 ans, 50 ans, 60 ans. C'est une couche vieillissante. Avec la stratégie que ça soit en train d'utiliser, c'est détruire la région du pôle parce qu'il connaît que le pôle est l'élite du Congo. Si on peut retarder cette génération de 30 ans, c'est presque tout le Congo qui sera retardé de 30 ans. Donc, nos mamans doivent continuer à faire les enfants. N'écoutez pas Macron. Nous avons besoin de cette nouvelle génération pour nous aider à diriger demain. Mais lorsqu'il y a une guerre dans un pays, le retard est de près de 20 ans parce que ce sont des jeunes de 15 ans à 40 ans, 50 ans que l'on tue. Et pour refaire cette élite-là, les mamans doivent débuter à éduquer les enfants en dehors du système éducatif. Ce que mes frères de la région du pôle doivent faire avec moi, s'ils veulent bien, nous devons nous arranger à payer des livres éducationnels de l'école primaire, du collège, du lycée et envoyer dans ces zones de refuge. Regardez le système américain. Dans le système américain, les hommes politiques que vous voyez là,
leurs enfants ne vont pas à l'école comme nous là. Vous allez les trouver à l'université, mais du cycle de l'école primaire jusqu'au lycée, ils sont enseignés à la maison. Donc, nos mamans qui sont en train Ouais, de le fuir la fameux guerre, homeschooling. voilà. Nos mamans qui sont en train de fuir la guerre, il y a des femmes éduquées dans le milieu. Ce que nous devons faire, c'est les aider à envoyer la documentation pour qu'ils continuent à éduquer ces enfants. Mais vous savez que ces zones, à ce jour, ne sont pas accessibles. Comment pensez-vous envoyer ces colis et être sûr que seront remis aux bénéficiaires? Oui, c'est là le problème. Il y a des fondations qui existent. On ne va pas continuer à en créer. Le problème, c'est la diaspora d'abord qui doit s'asseoir et analyser les vrais problèmes du Congo. Arrêtons d'attaquer les politiciens congolais qui ne savent pas faire la politique. Nous le savons déjà. Mais quelles sont les stratégies alternatives pour le développement du Congo? Nous devons penser à ces jeunes qui sont en train de fuir le Congo, qui sont dans les zones de refuge. Nous devons penser à ceux-là, à ces mamans qui ont perdu leur boulot parce qu'ils doivent protéger leur famille, à ces papas qui ont perdu leur boulot, qui doivent s'occuper de leur famille. C'est à nous, c'est à ce moment-là qu'on parle de la diaspora. Lorsque nous parlons des autres pays, je pense que c'est ce qu'ils font. Les Nigérians, c'est ce qu'ils font, les Ghanéens, pour aider leur population. Je sais que le gouvernement en place n'est pas ouvert, mais dans les zones de réfugiés, avec les organisations internationaux, nous pouvons travailler avec eux pour voir comment l'UNESCO est là pour continuer à éduquer la jeunesse. Donc, nous pouvons essayer de voir avec l'UNESCO quelle stratégie nous pouvons utiliser pour envoyer des livres à nos jeunes qui sont en train de fuir la guerre afin qu'on continue à les éduquer. Regardez un problème. Nous aurons un gap sur le plan éducationnel avec nous qui sommes sortis du pays et ceux qui sont restés au pays. Ça, c'est une autre guerre que nous aurons après Sassou. Parce que ceux qui sont restés au pays se forment également pour être dans l'élite de demain. Ne pensez pas que c'est en repartant au pays aujourd'hui, sans connexion avec eux, que nous allons nous asseoir facilement là-bas et chercher à les diriger. Je ne pense pas. Il faut une relation. C'est cette relation qui va nous permettre de communiquer, de collaborer et d'arranger notre futur. Je demanderai à ces groupements qui sont déjà formés, comme le groupement de la diaspora au niveau de l'Europe, du FID 242 au niveau du Canada et d'autres groupements au niveau des États-Unis, qu'on s'asseye réellement en tant qu'intellectuels congolais et que nous pensons réellement au futur du Congo. C'est ce qui va nous aider à vaincre Sassou cette fois-ci en 2021. La stratégie doit débuter maintenant pour qu'en 2021, cette pourriture de direction au niveau du Congo part parce que nous devons être économiquement forts et militairement, nous en aurons la force. Mais c'est l'économie d'abord qui dirige le reste. Mais voilà, ce propos a valeur de conclusion, mais Dimitri, je ne te laisse pas partir. J'ai eu peut-être une proposition, certaine curiosité. Vous êtes chef dans une grande entreprise à travers les USA et peut-être au Canada. Est-ce que c'est là une opportunité pour certains Congolais, non, qui sont en train de courir après la stabilité financière? Est-ce que vous arrive comme ça de proposer des jobs aux Congolais d'ici, de les aider à travailler pour vous? Oui. Bon, au terme, les Congolais, oui. Quand on parle, je parle plus des Africains parce que ce n'est pas seulement le Congolais qui doit se développer parce que l'Afrique a besoin des dirigeants de demain. Donc, la sélection doit se faire par rapport au niveau intellectuel également. Euh, Ma communauté est arrivée jeune aux États-Unis. Quand je dis jeune, c'est sans la compréhension à l'époque des systèmes américains. Aujourd'hui, oui, j'ai des citoyens congolais. J'ai une Congolaise qui travaille avec moi dans la boîte, ça fait près de 6 ans maintenant. J'ai également des jeunes Togolais que j'ai fait rentrer dans la boîte et pas mal d'autres. Mais pour
spécifiquement les Congolais de Brazzaville, l'ouverture est là. L'ouverture est là. Mais la majorité de ces positions sur le plan du corporate, ça nécessite Quel est le minimum, ça c'est la dernière question, le minimum bagage intellectuel qu'il faut pour travailler chez vous? bon, au minimum, il faut avoir euh, le bachelor, mais j'ai des connexions également au niveau de la distribution, de manufacturing, parce que c'est là-bas que j'ai débuté. Euh, j'ai débuté dans ma compagnie comme manœuvre. Hein, je soulevais les pneus, je Oui, mettais dans allez-y, les... c'est intéressant. Et de là, je suis passé jusqu'au niveau que je suis aujourd'hui en train de diriger une partie de notre organisation. C'est des choses en 2 minutes, 3 minutes, c'est très difficile d'étaler cette stratégie, mais je suis ouvert à tous les membres de la communauté congolaise aux États-Unis, au Canada, ceux qui trouvent qu'ils peuvent apprendre quelque chose de moi en utilisant la même stratégie, même sur le plan financier, pour ne pas avoir des dettes pour ceux qui veulent repartir à l'école. Quelle stratégie il faut utiliser? Je sais que ce n'est pas la stratégie la plus facile, mais écoutez, nous ne sommes pas riches comme les autres. Les autres ont leurs parents qui ont l'argent, qui ont des entreprises, ils n'ont pas besoin de travailler pour aller à l'école. Mais aux États-Unis, il y a cette opportunité que tu peux travailler et aller à l'école au même moment. Pourquoi on va perdre le temps dans les rues en train de boire tous les week-ends, à, à traverser les États tous les vendredis, samedis, tout simplement pour aller boire, aller visiter les autres? Cette énergie-là, on peut la dépenser pour prendre des formations qui vont aider le Congo de demain. Donc, c'est à la jeunesse de se réveiller, d'essayer un peu de regarder en arrière. Nous avons des frères et sœurs qui souffrent au pays, qui ont besoin de notre aide. Et c'est à nous d'établir cette élite de demain. Si nous ratons aujourd'hui cette génération, la future génération ne pourra rien faire. De un, nos enfants ne connaissent pas le Congo. Ils vont entendre parler, ils ne connaissent pas. C'est à nous de transférer cette éducation congolaise auprès de nos enfants. C'est en visitant le Congo un jour, en voyant la réalité du Congo. Mais pour le faire, nous devons d'abord dialoguer avec ceux qui sont au pouvoir en place, qui ne veulent pas nous écouter, de donner la chance à la diaspora d'investir au Congo. Laissez votre politique à côté. Regardons le domaine économique et social. C'est ce que les autres font. Même nos voisins, le Congo démocratique, ils se battent tous les jours, mais il y a l'ouverture de la diaspora. La diaspora peut investir dans le pays librement. Arrêtez de nous surveiller, de nous arrêter lorsque nous voulons rentrer au pays pour investir. Nous ne venons pas pour votre pouvoir parfois. Nous voulons aider nos frères qui souffrent. Donnez-nous cette opportunité de le faire, même sur le plan éducationnel. On peut venir à l'université Marien Ngouabi, donner des cours de management à nos frères. Donnez-nous cette opportunité de relever le système éducationnel du Congo. Ça va débuter par la diaspora, le dialogue avec ce pouvoir en place. Arrêtons de provoquer la peur dans les cœurs des citoyens. Essayons un peu de changer de stratégie pour notre développement. Voilà, Dimitri, en quelques secondes, avant de partir, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs la thématique donc, de votre thèse? Vous écrivez une thèse de doctorat, alors est-ce que vous pouvez nous dire exactement en quelques secondes sur quoi travaillez-vous? Oui, le titre en général, c'est la gestion des entreprises et de l'information technologique. Donc en anglais, c'est Organization Leadership and Management and IT Technology. Donc ma thèse, c'est un peu dans les outils électroniques de conservation de l'information, le transfert de l'information entre une génération à une autre. Aujourd'hui, ce que nous appelions aux États-Unis les milléniaux, les jeunes de 16 ans à 38 ans qui rentrent dans le management, les jeunes de 18 ans à 38 ans qui sont dans le management, aujourd'hui comme moi, nous sommes arrivés. Les anciens ne nous ont pas formés parce qu'il y a ce gap-là, la crainte que les jeunes vont prendre leur place
et ils ne pourront plus fonctionner. Donc, ces vieux ne vous enseignent pas. Le training qu'on vous donne, c'est un training d'une journée et on vous balance que c'est à vous-même de trouver les stratégies de fonctionnement. Et lorsqu'on utilise ces systèmes, ça retarde l'organisation pour 6 mois, 1 année à 2 mois, parce que les jeunes qui arrivent doivent prendre le temps de comprendre le système. Même s'ils sont intelligents, ce qu'on apprend à l'école, ce n'est pas la réalité sur le terrain. Il y a 2 réalités différentes. Ceux qui sont intellectuels, qui sont partis à l'école comme moi, qui ont le doctorat, peuvent le témoigner. Ce que nous apprenons à l'école, c'est le général. Mais il y a une réalité sur le terrain. Et cette réalité ne se partage pas facilement. Donc, ces anciens ne vous donnent pas la chance d'évoluer. C'est ce qui se passe au Congo actuellement. Donc, dans le sens du retail, dans le sens du fonctionnement, je suis en train d'utiliser, de vérifier le système, comment nous pouvons établir les systèmes comme ce qu'on appelle le Customer Relationship Management. C'est un système de technologie, de conservation d'informations et de collaboration entre générations, entre entreprises et tout. Donc, je suis en train de faire des études pour vérifier comment nous pouvons faciliter le transfert de l'information d'une génération à une autre pour permettre à l'entreprise d'avancer rapidement. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a 10 compagnies de fabrication de pneus, c'est la même technologie qu'ils utilisent. Donc, sur le plan du marché, c'est une lutte très grande maintenant pour conserver la clientèle. Donc, c'est dans ta relation avec tes clients, la compréhension des clients. C'est pourquoi certains disent que le client est le chef. Il faut écouter le client et c'est lui qui peut te diriger comment vendre ta marchandise. Donc, pour le Congo également, la population est le chef. Le gouvernement doit écouter sa population pour faciliter cette collaboration afin que le développement du Congo débute. La diaspora a un travail à faire. Cette étude est segmentée à une petite couche sociale, tout simplement pour que je termine la recherche. Ça m'a déjà pris beaucoup de temps. Là, je devais terminer depuis juin, mais suite aux variances que j'utilise, il y a une extension qui m'a été demandée pour essayer un peu d'approfondir ma recherche, pour essayer un peu d'expliquer ces variances correctement. Donc, c'est pourquoi je suis dans cette formation de recherche et j'espère que je vais la terminer rapidement afin que je sois un servant pour la communauté congolaise et qu'on voie tous ensemble avec les frères de la diaspora et ceux qui sont au Congo, qu'est-ce que nous pouvons faire pour le développement de notre pays demain. Voilà, merci. C'était donc Dimitri qui venait de faire ce que nous appelons une espèce de wake-up call à la communauté congolaise, à la diaspora, sur les enjeux à venir. Merci Dimitri d'avoir accepté cette invitation. Je sais que vous êtes un grand sponsor de la radio, voilà. Vous revenez avec force ici. Vous avez pris l'habitude de nous écouter, non? En Tennessee? Bien sûr. Et voilà. Je suis un fan de la radio, je suis un servant de cette communauté. Nous serons toujours derrière la radio, nous allons continuer à te supporter. Merci donc Dimitri et on vous retrouve certainement dans les tout prochains jours. Merci. Allez, bye.